Bon, donc on va commencer. Merci à vous, à tous nouveaux et nouvelles qui sont là. Aux anciens, bien entendu. Donc vous aurez constaté que je reviens sur le sujet que j'ai déjà traité le mois dernier. Parce que j'estime que c'est un sujet absolument fondamental et comme dans toute enquête policière, il faut arriver à la conclusion de l'enquête pour désigner le coupable. C'est ce que j'entends faire aujourd'hui. Ceux qui me suivent depuis un certain temps doivent se souvenir que dans ma conférence « Les crimes du mondialisme messianique » qui date du 31 mai 2013, j'avais évoqué toute une série de crimes qui ne pouvaient s'expliquer que par la main de gouvernements intéressés à les commettre. Et c'est donc dans ce cadre que rentre l'incendie de Notre-Dame de Paris, car l'on peut dire aujourd'hui avec pleine certitude qu'il s'agit d'un incendie d'origine criminelle. Bon, je ne vais pas refaire la conférence donc, de 2013, c'est évident, mais je vais tout de même revenir sur certains épisodes de ces crimes d'État, comme je l'avais dit à l'époque. Donc, sur certains d'entre eux, ceux qui sont les plus significatifs et les plus proches de nous, qui servent à la démonstration que je veux faire aujourd'hui. Donc, je vais évoquer, entre autres, l'assassinat de l'attaché de l'ambassade d'Allemagne à Paris, Ernst von Rath, le 7 novembre 1938, par le terroriste. Pas besoin de vous faire un petit dessin ou une caricature. Herschel Greenspan, car cet attentat a eu une signification particulière dans le cadre du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Ça a été une provocation qui n'a servi qu'à attisser les tensions qui existaient déjà entre le Troisième Reich et le monde occidental et tous ceux qui étaient derrière, évidemment, ce monde occidental. Et rappelez-vous la conséquence immédiate que cela a eu, ce que l'on a appelé la nuit de cristal. Qui était quoi? Sinon, le ras-le-bol de la population allemande devant cette énième provocation et qui a consisté simplement à aller casser les vitrines de certains commerces. Là encore, pas besoin d'un petit dessin. Donc tout cela allait servir à l'engrenage qui allait mener au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Action, provocation, réaction. Toujours le même schéma. Et vous savez comment cela s'est passé, puisque finalement, de provocation en provocation, on est arrivé à la déclaration de guerre par qui? Par l'Angleterre et la Troisième République dite française, au Troisième Reich. Et comme souvent je le fais remarquer, amusez-vous à poser la question autour de vous, qui a déclaré la guerre, la Deuxième Guerre mondiale? Et bien souvent on répondra, c'est Hitler. Eh bien non, c'est l'Angleterre et la Troisième République dite française. Donc ce sont des petites choses comme ça, il faut tout de même rappeler. Bon, vous savez très bien quelle va être la suite, les tapis de bombes contre les populations civiles, dans l'optique de faire craquer l'opposition en martyrisant les populations civiles, ça s'est passé en Allemagne, Dresde, Hambourg, etc. Ça a continué avec le bombardement aux bombes atomiques à Hiroshima et Nagasaki, etc. Donc l'engrenage, suite aux provocations qui avaient commencé. Petite chose que je voudrais rappeler, c'est que tout le programme américain de la bombe atomique a été voulu, fabriqué par ce que l'on appelle les Skull and Bones aux États-Unis. Les Skull and Bones, qui est une obédience maçonnique
qui en fait recoupe ce que l'on a appelé les Illuminés. Donc c'est la suite des Illuminés de Bavière. Donc voilà, ce sont des petits rappels pour vous expliquer pourquoi on va en arriver à l'incendie de Notre-Dame. Je vais passer rapidement sur la guerre contre la Serbie qui a abouti au Kosovo islamique. Toujours la provocation qui entraîne une réaction, et sur cette réaction, les États-Unis déclenchent la guerre en réponse, alors qu'ils sont les premiers intervenants dans le déclenchement du conflit. Et puis, ce sera le 11 septembre 2001. Et je dois dire qu'il faut toujours revenir aux fondamentaux, car le 11 septembre 2001 est le schéma parfait de la provocation en but d'obtenir un résultat. Quel était le résultat? Ça a été la justification auprès du peuple américain d'une part et de l'opinion publique internationale des guerres qui allaient suivre contre l'Afghanistan et contre l'Irak. Donc toujours la même chose, et si je fais ce rappel, c'est bien pour marquer l'utilité de ces crimes d'État pour aboutir à un résultat voulu. Je voudrais rappeler aussi ce mot de Ariel Sharon, qui était à l'époque le Premier ministre d'Israël, qui, devant les craintes de son ministre des Affaires étrangères, qui lui disait « Mais quand même, ne craignez-vous pas qu'il y ait une réaction des États-Unis devant ce que nous faisons en Palestine ?» Sharon avait répondu « Ne vous inquiétez pas des pressions américaines sur Israël, nous, le peuple juif, contrôlons l'Amérique et les Américains le savent. » Donc, vous voyez pourquoi est-ce que je fais ces rappels? C'est pour vous montrer comment les forces qui dirigent le monde aujourd'hui ne reculent devant aucune provocation, aucun moyen, aucun crime pour arriver à leur but. Et je voudrais citer une réflexion de Claude Chesson, qui était alors ministre des Affaires étrangères socialiste, qui, analysant les événements du 11 septembre, une déclaration qui date du 16 septembre, disait « Ben Laden n'est pas capable de monter une action aussi sophistiquée contre les États-Unis. Seul un État est capable de cela. » Seul un État est capable de cela? Retenez bien cette phrase, et vous verrez pourquoi plus loin à quel point cela correspond à l'incendie de Notre-Dame de Paris. Seul un État est capable de cela. Je voudrais aussi remarquer qu'à l'époque, Dan Rubinstein, qui était le spécialiste israélien des problèmes de l'autorité palestinienne, contre l'autorité palestinienne, qui est une structure de défense des Palestiniens, déclarait au quotidien israélien Haaretz le 12 septembre 2001, après l'effondrement des tours, « Israël peut faire maintenant ce qu'il n'osait pas encore faire. » Et cela va me permettre d'arriver à la déclaration que j'ai déjà signalée dans d'autres conférences de l'ancien président de la République italienne, Francesco Cossiga, qui était confronté à l'époque à ce que l'on a appelé les attentats de Gladio. C'est une période très importante, et ce schéma des attentats de Gladio, on l'a constaté dans tous les attentats qui ont suivi après, y compris en France. Et voilà ce que cet ancien président de la République italienne, qui était à l'époque poste, donc il était président de la République italienne, avait déclaré dans le grand quotidien du soir, comme le nom l'indique, Il Corriere della Sera, du 30 décembre 2007. Il avait déclaré: les attentats du 11 septembre 2001 ont été planifiés et exécutés par la CIA américaine et par le Mossad israélien avec l'aide du monde sioniste
en vue de mettre en accusation les pays arabes et pousser les pays occidentaux à s'engager dans les guerres d'Afghanistan et d'Irak. Par la CIA et le Mossad, dénonçait le président Cossiga. Est-ce que vous voyez pourquoi, au travers de ces quelques exemples, je fais aujourd'hui, dans le cadre de cette conférence, un rappel à ces crimes d'État? Sous le titre « Un inside job », qui veut dire, traduit en français, un travail maison, Paul Joseph Watson reprenait les accusations du président Cossiga et exprimait ses doutes sur la version officielle du 11 septembre 2001. Et là encore, pourquoi croyez-vous que je fais allusion à ce inside job aujourd'hui à propos de cette conférence sur l'incendie de Notre-Dame de Paris? Un inside job, un travail maison. Et il faut remarquer que cette notion d'opération sous false flag, comme on dit les Américains à l'époque, c'est-à-dire sous fausse bannière, c'est étrange comme on a retrouvé ça dans tous les attentats qui se sont succédés en France, sous Sarkozy, sous Hollande, sous Macron. Et rappelez-vous la succession de lois soi-disant de sécurité pour sécuriser les Français qu'on nous a imposées au détriment de nos libertés publiques. Ce qui n'a pas empêché d'ailleurs davantage les attentats. Puisque dernièrement, il y a tout de même eu l'attentat de Strasbourg, il y a eu le petit attentat de Lyon dernièrement. À chaque fois, on nous sort un petit truc pour agiter les populations et pour regrouper les populations derrière le gouvernement qui, soi-disant, va les protéger. Et chose importante qu'il faut souligner encore, c'est que le président Cossiga fut poussé dehors, alors même que la commission d'enquête italienne du Parlement italien avait réussi à faire parler certains prisonniers pris, comme le dire, la main dans le sac de cette opération Gladio. Et une des déclarations est vraiment flagrante. Voilà ce que disait l'un d'entre eux. Nous devions cibler nos explosions de civils, c'est-à-dire les femmes, les enfants notamment, ceux qui n'avaient rien à voir avec la vie politique, et ce pour que les citoyens aient recours à l'État à la recherche de sécurité et de protection. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Puisque à la suite de ça, on nous a imposé successivement la loi sur le renseignement, puis l'état d'urgence. Et puis il y a eu le carnage à Madrid le 11 mars 2004, à la gare d'Atocha, faisant 200 morts et 1400 blessés. On l'attribuait d'abord à l'UTA, et puis non, l'UTA c'était pas suffisamment utile à la manœuvre, on l'a attribué aux islamistes. Ah oui, mais c'est curieux, ces islamistes, ils ont sauté dans l'explosion de leur hôtel. Ah c'est pratique, plus de témoins, plus d'enquête. Puis il y a eu l'assassinat de Rafik Hariri, au Liban, richissime homme d'affaires et politicien libanais, le 14 février 2005 à Beyrouth. Et à la suite de ça, quoi? On a invoqué que ce Hariri était opposé au gouvernement syrien et que donc, ipso facto, c'était le gouvernement syrien qui était responsable. Et à la suite de ça, une campagne mondiale pour dénoncer cet acte barbare des Syriens et les pousser hors du Liban, alors que vous devez vous souvenir qu'à l'époque, c'était l'armée syrienne qui avait pacifié le Liban qui était déchiré en fractions, en guerre de factions.
Et pas plus tôt l'armée syrienne partie, et que se produisait-il l'invasion du Liban par l'armée israélienne. Ah, comme c'est curieux. Le problème, c'est que les Israéliens n'avaient pas prévu, c'est que le Hezbollah libanais était beaucoup mieux armé et déterminé qu'ils ne le pensaient, et devant les pertes, Israël a été obligé de faire demi-tour. Donc là encore, toujours action-réaction, provocation. Toujours la même chose. Et puis aussi, autre chose qu'il faut souligner, dans toujours cette même stratégie de provocation pour obtenir une réaction, pouvoir enchaîner dans une guerre, les attentats du 11 juillet 2005 à Londres. 4 explosions dans les transports publics faisant 56 morts, 700 blessés. Et quelle est la caractéristique commune de tous ces attentats? Mais ce sont toujours des innocents qui en sont victimes. Il n'y a jamais un homme politique. Alors, je regrette beaucoup, mais ces terroristes, vraiment, ce sont des drôles. Parce que s'ils sont vraiment tels qu'on nous le dit, s'ils se plaignent de certaines politiques qui sont menées, pourquoi est-ce qu'ils ne s'attaquent pas aux responsables politiques? Pourquoi ce sont toujours les populations civiles qui trinquent? Et chose curieuse, encore une fois, c'est que l'on apprenait par le Jerusalem Post du 6 juillet 2006, repris par l'Associated Press, que Scotland Yard avait averti l'ambassade d'Israël peu avant les attentats. Ça ne vous rappelle pas l'étrange absence des tours de Manhattan où la majorité des fonctionnaires d'une certaine confession, ce jour-là, ne se trouvaient pas à leur poste de travail? Et puis, chez nous, bon, il y a eu les différentes affaires. L'affaire Mera. Rappelons que Mera était tout de même un fonctionnaire des services secrets français, sous la coupe d'un certain monsieur Squarcini, nommé par Sarkozy. Et ce Mera a été désigné comme l'auteur des attentats à Toulouse et à Montauban, rappelez-vous. Et quand la police, ou plutôt les services spéciaux se présentent chez lui pour l'interpeller, il leur crie « Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez ?» Mais on lui tire dessus et plus de Mera, plus d'enquête, comme c'est pratique. Et dans tous les attentats, on va retrouver le même schéma. Donc, je regrette beaucoup, crime d'État. Et on retrouvera la même chose avec l'affaire de Charlie Hebdo, Hypercacher et compagnie. On va retrouver le même schéma aussi dans ce qu'on a appelé les révolutions de couleur, avec la révolution, le soi-disant printemps arabe, dans la révolution de Maïdan en Ukraine, toujours la même stratégie, provocation, réaction et l'intervention des services secrets, en l'occurrence pour Maïdan, israéliens et américains. Bon, je voulais vous faire tout de même ce petit rappel, bien insister, peut-être lourdement, sur le rôle de certains États dans le déclenchement de certains actes criminels qui ont joué dans l'avenir de l'humanité. Et à ce propos, je voudrais vous rappeler un texte que je cite de plus en plus souvent du fait de sa signification. Vous qui me suivez, certains d'entre vous qui me suivez déjà depuis longtemps le connaissent, peut-être par cœur, je vais le reciter. C'est celui du British Israel, qui est une structure qui est liée à la maçonnerie anglaise, notamment au Pilgrim Society, qui disait ceci.
La Grande-Bretagne et ses dominions autonomes, avec la République américaine et les Juifs, constituent toute la race d'Israël. C'est elle qui doit instaurer un gouvernement mondial appelé dans les Écritures le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez pourquoi je rappelle un certain nombre des citations aussi fondamentales que cela? Parce qu'on est là-dedans. Nous sommes là-dedans. Donc on retombe toujours dans cette même paranoïa messianique, avec ses composantes anglo-saxonnes et une communauté que je ne saurais nommer. Voilà donc tout ce que je voulais vous rappeler comme support à mon enquête sur l'attentat de Notre-Dame de Paris. Il est intéressant de constater que depuis ma dernière conférence sur ce sujet, le 11 mai dernier, on constate quand même que la thèse officielle d'une négligence qui expliquerait l'incendie n'est franchement pas retenue dans l'opinion publique. La thèse d'une cause accidentelle ne tient absolument pas et on a eu heureusement un certain nombre de témoignages de personnes hautement qualifiées, architectes, ingénieurs, qui ont dit c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. J'avais déjà cité la dernière fois un certain nombre de témoignages, je ne vais pas les reciter, c'est évident. Mais d'autres sont venus se réajouter, et tout un chacun a pu les trouver sur Internet comme je les ai trouvés. Je vais donc tout de même vous en donner quelques-uns. Tout ça, donc, on le trouve sur Internet. Une entre autres, qui dit « Il suffit de regarder les incendies des vieilles maisons où l'on constate que les poutres sont les dernières choses qui restent avec les murs porteurs. Même après plusieurs heures de combustion. La charpente de Notre-Dame s'est vaporisée en moins d'une heure, comme si on avait utilisé un produit pour accélérer la combustion du bois. » C'est là le point central de l'affaire. Et la personne qui témoignait disait « Je ne crois absolument pas à la thèse accidentelle. » Un autre disait « Je me pose une question, ancien pompier, je n'ai jamais vu un feu de charpente prendre sans combustible. » Un ancien charpentier boiseur disait « Je puis assurer que ces pilastres millénaires ne peuvent brûler comme un vulgaire fétu de paille, ils sont imputrescibles et ininflammables. » Un autre encore disait « Cet incendie d'une rare violence et d'une rare intensité laisse sceptique sur le fait qu'il ait démarré spontanément. Une telle puissance et si rapidement pose immanquablement des questions. » Autre témoignage encore, sachant que matin et soir, il y a une inspection par les pompiers qui surveillent le site, qu'il n'y avait aucun ouvrier sur le chantier, qu'il y aurait eu 2 départs de feu selon LCI, je pense que vous avez tous pu le voir éventuellement, que le feu s'est propagé à une vitesse exceptionnelle, sachant que la basilique Saint-Denis a fait l'objet d'un incendie volontaire, sachant que. Autre témoignage, je peux vous garantir que l'incendie est criminel, la sécurité et les mesures mises en œuvre sont juste hallucinantes chaque jour en fin de chantier. Des agents équipés de caméras infrarouges font le tour de chaque place où les mecs, je regrette, je suis navré, où les mecs sont installés pour travailler. Chaque soudure est contrôlée et vérifiée, interdiction de fumer à n'importe quel endroit que ce soit, caméra à tous les coins, tous les spots, tous les angles pour les vols et les clopes, extincteurs
tous les 5 mètres, dispositif de détecteur de fumée, en veux-tu, en voilà. Ils feront même des essais tous les matins, midi et soir, pour voir le bon fonctionnement. Bon, je vous livre les commentaires tels que c'est écrit, c'est pas moi qui les ai écrits. Autre encore, mon frère n'arrête pas de me répéter que c'est impossible et incompréhensible qu'un incendie se soit mis en route et que les dispositifs et la sécurité derrière les risques d'incendie est gigantesque et répété chaque jour. Et la personne qui a envoyé ce témoignage disait « Il travaille sur Notre-Dame depuis plus de 6 ans. Sa boîte est la seule à avoir rénové cette merveille depuis ces dernières années. Toiture ardoise, les cuivres, charpente, boiserie et j'en passe. Il est le dernier à avoir mis les pieds en haut de Madame pour lui refaire une beauté. Il devait reprendre le chantier d'ici peu. » Et surtout ce témoignage d'un autre pompier. Il est impossible d'avoir un tel feu en moins de 2 heures sans accélérateur. Le bois n'émet pas de fumée jaune. La pétrochimie, oui. C'est la signature. De même, l'entreprise Le Bras Frère, qui montait l'échafaudage autour de la flèche de Notre-Dame, excluait toute responsabilité et stimulait une chose importante. C'est que l'échafaudage était en cours de construction, devant être livré à la mi-juillet. Aucun travail sur la charpente n'avait encore commencé. Vous voyez, au travers de ces différents témoignages de personnes du métier, charpentier ou autre, ou pompier, sachant tout de même de quoi elles parlent, de par leur métier, leur expérience, mettent en pleine lumière le mensonge de l'État macronien. Alors, si ça ne peut être un accident, c'est quoi? Pourquoi ce mensonge? Pour se couvrir? Ou pour couvrir un autre État ou une autre communauté? Je répète, pour se couvrir ou couvrir un autre État ou communauté. Et je voudrais revenir sur l'aspect qui a entouré cette affaire, la haine qui s'est dégagée, qui s'est exprimée à l'occasion de ce drame. Dans ma conférence du 11 mai dernier, j'avais cité la déclaration d'un homme politique israélien qui ne pouvait que laisser songeur. Il s'agissait de Marouk Marzel, dirigeant du parti israélien Otzma Yehudit, qui se réjouissait de l'incendie, considérant qu'il s'agissait d'une, je cite, d'une punition divine, car le Talmud a été brûlé devant cette cathédrale en l'an 1200. Et le problème, c'est qu'il n'est pas le seul à le dire. À voir dans cet incendie une vengeance divine de Yahvé. Et de s'en réjouir. Selon The Times of Israel du 18 avril 2019, le rabbin Shlomo Aviner a lui aussi suggéré, je cite, que l'incendie qui a ravagé l'emblématique cathédrale de Notre-Dame de Paris au début de la semaine pourrait être le châtiment divin venu punir l'autodafé du Talmud
au cours duquel des charrettes entières de textes juifs avaient été brûlés par des prêtres catholiques français il y a 8 siècles en place de Grève en 1242. Ce propos avait été tenu dans le site sioniste religieux Shrugim dans le cadre d'un entretien. Alors, relevons que ce rabbin Shlomo Aviner, qui dirige la Yeshiva Ateretz Kohanim à Jérusalem, est, rassurez-vous, d'origine française. Plus significatif encore, il a affirmé, rapporté le Times of Israel, le christianisme est notre ennemi numéro 1 à travers l'histoire. Le christianisme est notre ennemi numéro 1 à travers l'histoire. Et il poursuivait. On a tenté de nous convertir, que ce soit par la parole ou par la force. Nous avons été les victimes de l'inquisition menée contre nous. On a brûlé des Talmuds. Il y a eu des expulsions, des pogroms. L'antisémitisme occidental est né de la haine des assassins de Dieu. Tout cela a aussi eu un rôle dans la Shoah. Tiens, il y avait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Alors c'est très extraordinaire ce texte-là, parce que tout de même il reconnaît la cause de l'antisémitisme religieux, chrétien, puisqu'il dit lui-même que cela découle des assassins de Dieu. Et qui étaient les assassins de Dieu? Sinon sa propre communauté au travers du Sanhédrin de l'époque. Donc ils se plaignent. En tout cas lui se plaint. Mais force lui est de reconnaître qu'ils en sont les premiers acteurs, les premiers coupables. C'est extraordinaire. Donc ils voudraient qu'on les plaigne, mais ils reconnaissent quand même qu'ils en sont les auteurs. Un petit problème là. Puis, le Times of Israel poursuivait la narration au sujet de son rabbin, qui expliquait que cette autodafé a résulté de la disputation de Paris. Alors ceux qui sont férus d'histoire, ça doit leur parler, c'est très intéressant, c'est un bon appel effectivement, au cours duquel les sages juifs avaient été contraints de débattre avec des sages chrétiens. Ces Talmuds en flammes en avaient été la conséquence. Des volumes du Talmud avaient été transportés dans 20 charrettes et brûlés, soit 1200 volumes du Talmud. Cet incendie a donc pour lui, donc le rabbin, la démonstration qu'il y a une justice et qu'il y a un juge faisant référence à la justice divine qui avait. Alors, la disputation de Paris, c'est toujours le Times of Israel qui parle, la disputation de Paris, durant laquelle les rabbins avaient été dans l'obligation de se défendre contre les accusations qui affirmaient le caractère antichrétien du Talmud, avait été un traumatisme pour les Juifs du Moyen-Âge. Dans une période où l'imprimerie n'avait pas encore été inventée, la destruction d'un si grand nombre de manuscrits avait été considérée comme une attaque significative contre l'enseignement juif dans la région. La recension du Times of Israel affirmait encore: les responsables français attribuent l'origine du sinistre à des travaux de restauration de l'édifice médiéval démarré il y a quelques mois. Écoutez bien. Puis venait le plus beau, la perle de cette déclaration du Times of Israel. Les tentatives d'identifier et de poursuivre les auteurs qui appartiendraient à des groupuscules de militants d'extrême droite
ne sont pas arrivés jusqu'à présent à une conclusion. Alors nous nous trouvons devant quelques explications. Un feu involontaire par accident, thèse officielle du gouvernement, vengeance de Yahvé, et puis un attentat de l'extrême droite française. Vous trouvez pas ça tout de même un peu culotté quand même? Il manquait plus que ça, un attentat d'extrême droite. En fait, sans vouloir, je dirais même que cette explication correspond tout à fait au culot de cette communauté, ce que l'on appelle en termes hébraïques la chousspa. Le problème, bon, cessons de plaisanter. Il faut essayer tout de même d'alléger l'atmosphère. Cessons de plaisanter. Hélas, ce que l'on peut retenir de ce drame, c'est que la cause est, en tout cas, tout simplement humaine. Et pour s'en convaincre, encore quelques petits rappels. En 2014, quelques heures avant une messe célébrée par le pape François, excusez-moi de le nommer, au sein de l'abbaye bénédictine de la Dormition à Jérusalem, c'est là où la Vierge Marie aurait rendu le dernier souffle, des incendiaires avaient mis le feu au complexe. Il n'y avait pas eu de gros dégâts. Par contre, en février 2015, les responsables de l'abbaye avaient retrouvé une partie du patrimoine du séminaire brûlée et des slogans de haine en hébreu peints à la bombe sur les murs. Parmi ces messages, celui de « Mort aux chrétiens »,« Mort aux arabes »,« Jésus est un singe ». Quand je parlais tout à l'heure de la haine qui entourait cette affaire-là, vous voyez? Vous la touchez du doigt, là. En fait, l'abbaye de la Dormition à Jérusalem est dérangeante pour les Juifs. Elle est située à proximité du Cénacle, près de la porte de Sion, qui donne accès à la vieille ville. Il s'agit d'un complexe vénéré à la fois par les Juifs, parce qu'il accueille le site mortuaire du roi David, et par les chrétiens, comme lieu ayant accueilli la Seine. Donc, si on veut faire un résumé de ces quelques citations que je vous ai faites, on constate que c'est la haine antichrétienne qui se trouve à la base de ce drame. Et l'incendie de Notre-Dame de Paris semble être le dernier en date, aujourd'hui couvert de la volonté de Yahvé. Rappelez-vous ce que j'avais souligné dans ma dernière conférence. Je ne sais pas si vous avez immédiatement fait le rapport. Quel jour a éclaté l'incendie de Notre-Dame de Paris? Qui est quoi? Le début de la Semaine Sainte. Bien d'accord. Qui célèbre quoi? La résurrection. Non. La passion. La crucifixion. Faite par qui? Par les Juifs. Vous voyez le lien? C'est tout de même curieux. C'est pas un message, ça? Or, qui a voulu la crucifixion du Christ, sinon le sang édrin de l'époque? Et les Juifs, la communauté juive de Jérusalem. Bien entendu, c'était les grands juifs qui décidaient pour le peuple juif. Or, quel pouvait être le résultat de l'incendie de Notre-Dame de Paris? J'en ai parlé dans la dernière conférence, je vais y revenir encore très lourdement maintenant. Qu'y avait-il, entre autres,
à l'abri à Notre-Dame de Paris. La couronne du Christ. Les saintes reliques. Les saintes reliques. Les saintes reliques, et les saintes reliques, c'était quoi? La couronne du Christ. La couronne, la couronne d'épines, Le morceau de bois, de la La croix. chenille de Saint-Louis. qui a été épargnée. Oui. Donc vous comprenez toute la symbolique qui tourne autour de cela. Si on ne comprend pas cet aspect-là, on ne peut rien comprendre à cet incident. Si on peut parler d'incident. Bon. Je crois que je vous ai brossé le cadre de ce drame. Et je voudrais attirer votre attention sur une spécificité quelque peu unique de cet incendie. Contrairement aux cimetières et aux églises vandalisées ou incendiées ces dernières années, dont un des derniers en date a été la tentative d'incendie tout au moins de la porte d'entrée de l'église Saint-Sulpice à Paris, vous vous souvenez? Je voudrais rappeler aussi que selon la dernière recension qui date de 2017 des attentats antichrétiens, il y a eu 878 profanations, incendies, etc., etc. Or, étant donné que tous les spécialistes qui se sont penchés sur les causes de l'incendie ont dénoncé l'impossibilité d'un départ de feu aussi rapide sur les poutres de chêne quasi millénaires, excluant que sans un adjuvant, cela ne pouvait pas se produire, donc cela a correspondu à quelque chose qui s'est passé pour pouvoir inclure dans ces poutres ou sur ces poutres une substance capable de déclencher l'incendie. Et rappelez-vous ce que j'avais rappelé déjà à l'époque, et je le confirme aujourd'hui, au mois de février, les poutres avaient été traitées par un produit soi-disant contre les insectes ou la mérule. Alors, bon, premièrement, moi je veux bien, enfin quand même. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, en 2019, on se préoccupe de traiter les poutres contre les insectes et la mérule, alors que depuis plus de 800 ans, elles n'avaient pas été attaquées par les insectes ou la mérule? Qu'est-ce que c'est encore que ce bobard? Et là est le point central de la cause de l'incendie. Bon. Mais alors, pour faire ce travail-là, c'est pas à la portée du premier petit terroriste du coin. Qu'il soit de l'ultra-gauche ou qu'il soit islamiste plus ou moins téléguidé. Cela demande toute une infrastructure, tout un travail de préparation, et cela demande des complicités. Ce qui nous ramène une fois de plus, je ne dirais pas à l'hypothèse, mais à la certitude qu'il s'agit là d'un crime d'État. Reste à savoir lequel. Ou lesquels, comme je mettais dans le titre de cette conférence. Et alors, petite chose qui serait peut-être utile de creuser, j'en sais pas plus pour le moment, qui a eu l'idée d'imposer un traitement de la charpente? Pourrait être une piste intéressante à creuser là aussi. Et c'est à ce sujet-là que je vous disais tout à l'heure de bien retenir cette déclaration de Claude Chesson à propos du 11 septembre, quand il disait « Seul un État est capable de faire cela ». Vous voyez la similitude?
rappelez-vous cette déclaration que j'avais citée aussi dans ma dernière conférence de Laurent Núñez, dont on connaît les ascendances, qui est l'adjoint au ministre de l'Intérieur, ce bon monsieur Christophe Castaner, qui immédiatement, dans les minutes qui ont suivi l'incendie, déclarait « La structure de Notre-Dame est définitivement endommagée ». Donc l'incendie n'était pas terminé, il n'y avait pas eu de bilan établi et pour cause, si réellement c'était le cas, mais il affirmait déjà que la structure de Notre-Dame était définitivement endommagée. Donc si c'était le cas, bien entendu, il fallait détruire Notre-Dame. Aussi, quand on apprend par la chaîne LCI qu'il y avait eu 2 foyers d'incendie qui avaient été repérés début de l'incendie, on se demande pourquoi le nouveau procureur de la République de Paris, Rémy Heitz, et le préfet de police Didier Lallemand se sont précipités pour assurer, suivis par les médias bien obéissants, bien entendu, que la piste criminelle n'était pas privilégiée, mais liée à un accident de chantier. Un mégot. Ah oui, un mégot. Un mégot, oui. Rappelez-vous le parallèle que j'avais fait avec le 11 septembre, encore une fois, lors de ma dernière conférence. Un mégot, ah bon. Vous vous rappelez les passeports qu'on avait trouvés dans les décombres des tours? Ils n'avaient pas trouvé les boîtes noires, ils avaient trouvé les passeports des criminels. Et là, on a trouvé des mégots. Quand on a vu dans les images ce qu'était l'incendie de la toiture, trouver des mégots là-dedans, non mais, vous n'avez pas l'impression qu'on vous prend pour des crétins finis? C'est fabuleux. La chute pas de ces gens-là. C'est incroyable. Et alors, là encore, petit rappel nécessaire. Pourquoi est-ce que Frank Reister, ministre de la Culture, s'il vous plaît, a-t-il interdit aux architectes des monuments historiques de répondre aux interviews au sujet de la cathédrale Notre-Dame de Paris? Est-ce que vous ne croyez pas que le pouvoir a quelque chose à cacher? C'est beau la liberté de la presse. Et alors, quand vous entendez un certain président de la République du nom d'Emmanuel Macron déclarer qu'il s'exempte des procédures d'appel d'offres, des lois de protection du patrimoine et de toutes les contraintes qui pourraient subvenir, et de lancer un concours international, s'il vous plaît, en vue de reconstruire Notre-Dame en 5 ans, je cite, en tenant compte symboliquement de l'évolution du monde. Évolution du monde? Quelle est l'évolution du monde aujourd'hui? Sinon maçonnique et judaïque. Alors attendez-vous à voir apparaître, si on n'y met pas le holà, apparaître dans la reconstruction de Notre-Dame des symboles pas très catholiques. Et alors, je vais revenir encore sous cet aspect de haine qui a entouré le drame. Est-ce que vous avez vu sur France Inter la diffusion d'une chanson d'un certain Frédéric Fromet se moquant de l'incendie de Notre-Dame?
Vous avez vu ça? Et très révélateur. Alors bon, France Inter. France Inter est sous la coupe de qui? De l'État. Et d'une certaine communauté aussi. Eh bien entendu. Mais qui tient l'État, mon cher? Pas besoin de faire une caricature, non? Bon. Donc je voudrais, j'insiste bien, que c'est donc avec la complicité de l'État qu'a eu lieu ce scandale. Car voici les strophes. Alors, loin de s'interposer, bien entendu, les journalistes présents à l'antenne l'encourageaient avec leur rire gras. Voilà les strophes. À quelques strophes, j'ai tout de même un petit peu sélectionné ce qui n'était pas le plus... Enfin, bref. Elle a cramé la cathédrale, et là, ça vient du côté de Saint-Nicolas du Chardonnay. On pleurniche pour un tas de cailloux. Elle a cramé la cathédrale. Pourquoi Dieu, s'il est sympa, a-t-il laissé faire cela? Avec votre argent, s'il vous plaît. C'est vous qui payez ça avec vos impôts. Vous êtes content? Satisfait? Écrivez et remerciez Macron d'utiliser aussi bien nos impôts. Donc voilà ce qui s'exprime sur une chaîne de l'État macronien, payé par l'impôt de ces imbéciles de catholiques qui, en plus de ça, ont voté pour lui aux européennes. Alors, il est un autre aspect que je voudrais signaler. C'est le désir des francs-maçons de participer à la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Ce qui cadre absolument avec les intentions d'Emmanuel Macron que j'ai soulignées il y a quelques instants. Et il y a une déclaration d'un certain Jean-Laurent Turbet du Grand Orient qui date du 16 avril 2019. Elle est sans équivoque et très trompeuse. Vous allez voir. Je cite. C'est impuissant et le cœur brisé par l'émotion que tous les francs-maçons ont assisté hier soir, jeudi 15 avril 2019, à l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris. Mon petit cœur bat. Nous, francs-maçons, c'est en pensant à nos frères bâtisseurs et architectes des XIIe, XIIIe, XIVe siècles qui conçurent et construisirent cet édifice pour la plus grande gloire de Dieu que nos larmes coulent. Ces frères à qui nous nous rattachons, même de façon indirecte, et à qui nous avons emprunté nos symboles et notre art de bâtir, l'art royal par excellence, celui de se construire soi-même et de construire le monde dans lequel nous nous trouvons. Œuvre céleste et œuvre terrestre du grand architecte de l'univers, principe créateur à la gloire duquel nous travaillons. Étant protestant, je pense à mes amis catholiques et à leur peine toute particulière. J'espère de tout cœur que les francs-maçons prendront une part active à la reconstruction de cet édifice de l'esprit et de la prière. Venez dans mes bras, mes chers frères. Non mais, ce culot quand même. Donc, dans ces quelques extraits se trouve toute la duplicité de la maçonnerie. Et rappelez-vous ma conférence sur le double visage de la maçonnerie que j'ai faite il y a un an à peu près. Vous avez tout là, tout est là. C'est vraiment toujours la même chose, le double visage. Et puis, qu'on retrouve d'ailleurs, puisque ça a été le point de départ de ma réflexion, dans mon livre La maçonnerie. Alors c'est très intéressant ce genre de déclaration parce que il se réclame de la maçonnerie opérative des constructeurs des cathédrales catholiques pour faire croire qu'il découle
que leur maçonnerie spéculative découle de cette maçonnerie opérative chrétienne. C'est là toute la tromperie. Et c'est une tromperie dans laquelle beaucoup de catholiques, y compris nos chers monseigneurs, évêques et autres, tombent à pieds joints. Leur volonté de faire croire que l'on peut être chrétien et franc-maçon. Et les choses faisant bien, le hasard faisant bien son travail, dernièrement encore, je vois une déclaration de Monseigneur Thomas qui admettait la possibilité de la double appartenance de catholique à la franc-maçonnerie. Et regardez à quel point, ce que j'avais aussi dénoncé dans ma dernière conférence, nous vivons une époque de judaïsation de l'Église. Par ce fait divers qui a été cité, que j'ai trouvé dans les informations, où un groupe de fidèles priait devant la cathédrale Notre-Dame de Paris, ravagée après l'incendie, en tenant une prière dont la mélodie est celle de la Hatikva, hymne israélien de chant d'espoir. Donc, pour honorer Notre-Dame, ces catholiques ne trouvent rien de mieux comme chant qu'un chant juif. Est-ce qu'ils étaient vraiment catholiques aussi, ça? Est-ce qu'ils étaient vraiment catholiques aussi? Non, mais ça colle avec l'évolution de la chrétienté d'aujourd'hui. Non, il ne faut pas croire que ces gens sont de faux catholiques. Je pense qu'ils sont de bonne foi. Mais quand on voit l'évolution imprimée à l'Église par François, il ne faut pas s'étonner. Rappelez-vous l'exemple que je donnais au début de ma conférence le mois dernier. Monseigneur Rey de Toulon, considéré comme un des meilleurs évêques de France, bravo, qui est allé faire le pitre pour célébrer les racines juives à la Sainte-Baume. Étonnez-vous après ça qu'un groupe de catholiques trouve normal de célébrer Notre-Dame au nom d'un chant israélien, après ce que j'ai cité de la haine juive contre le symbole que représente Notre-Dame. Pour eux. Donc il ne faut pas s'étonner, c'est tout ça, c'est une évolution logique du fait de l'évolution de l'Église et de la société. Et en fait, on se trouve devant une nouvelle forme d'œcuménisme avancée et renforcée. Donc vous comprendrez pourquoi, après avoir, dans ma conférence du mois dernier, donné le titre d'incendie de Notre-Dame et la théorie du complot, aujourd'hui j'en arrive à accuser l'État d'être au moins complice d'un attentat d'État, au singulier ou au pluriel. Et alors, encore une fois, étrange hasard des choses. Et une de mes nouvelles correspondantes me signalait ces jours-ci que dans ma conférence de 2015, le mondialisme messénique et son utilisation de l'islam, j'avais prédit, je ne m'en souviens pas du tout, j'avais prédit un attentat à la cathédrale de Paris. Sous fausse bannière. Et je terminerai sur cette constatation, c'est que quand on connaît l'ennemi, on peut prévoir quel sera son prochain mouvement sur l'échiquier. C'est ce que je voulais vous faire comprendre aujourd'hui avec ce complément de ma conférence du mois dernier. Merci de votre attention. Bien entendu, si vous avez des questions,
J'essaierai d'y répondre. Monsieur ? Vous avez parlé de la réaction des Juifs et de la communauté israélienne, du mouvement israélite en France et eux. Vous avez parlé aussi de la communauté musulmane. Parce que sur les réseaux sociaux, c'est eux quand même qui ont le plus. Comment dire, ça leur a fait rire de voir quand même notre bijou de la chrétienté, qui est Notre-Dame de Paris, brûlée. Parce que vous ne parlez pas assez par exemple des musulmans, qui sont des sémites, comme que les juifs, bon, les arabo-musulmans, on va dire, une partie de l'Orient, mais qui sont actuellement en France et tout. Et on voit qu'en réalité, la réaction, eux, sur les réseaux sociaux, c'était qu'ils aimaient voir brûler notre belle cathédrale, notre bijou de la chrétienté quand même. Et on n'entend pas parler de ça par exemple. Pourquoi croyez-vous que je n'y ai pas fait allusion ? Je me le demande. Pas d'incitation à la haine. Non, pas du tout. C'est qu'on sait très bien que derrière certains réseaux sociaux, et notamment sur VK, vous avez un certain nombre de petits malins d'une certaine communauté qui prennent des noms musulmans pour inciter à la haine entre les deux communautés, musulmanes et catholiques. Les juifs ont besoin des catholiques pour faire la guerre qu'ils ne peuvent pas gagner tout seuls. Ils nous ont imposé l'immigration-invasion pour nous détruire. Le problème pour eux, c'est que cette communauté musulmane qu'ils nous ont imposée, et qui continue à nous imposer, car depuis Chirac, Hollande, Sarkozy et Macron, on n'a pas fermé les verrous. On fait rentier toujours et encore davantage. Donc quels sont les premiers responsables de cette invasion ? Ils sont parvenus à la nage. Ce sont nos hommes politiques qui nous les imposent. Donc si je n'ai pas fait allusion à ce que vous dénoncez là, c'est parce que je sais très bien qui est à la manœuvre derrière. C'est clair ? Après, c'est vrai que sur BFM, on voyait quand même des petits rigolos derrière. Évidemment, mais il est évident que certains musulmans, mais le problème c'est que je reçois aussi des messages contraires de musulmans me disant « Mais réagissez, vous catholiques, défendez vos symboles ». Alors, quels sont les bons et les mauvais musulmans dans l'histoire ? Non, attention aux manipulations. Et de toute façon, je regrette beaucoup, ce ne sont pas les musulmans qui ont invoqué le Coran, etc., pour justifier l'incendie. Les textes que je vous ai donnés, c'est tout de même au nom de Yahvé. Il y a un pape qui disait que tout chrétien... Qui donc ? Il y a un pape, je ne sais plus lequel, qui disait que tout chrétien catholique qui adhère à une hérésie ne renie son baptême. C'est évident. Je vais vous demander, qu'est-ce que vous pensez des catholiques à la, je sais pas si c'est une cathédrale ou l'église Saint-Louis, où ils ont chanté un verset du Coran pour les Kosovars. Non, c'est pas exactement ça. C'est un verset du Coran, on l'appelle à la prière. Oui. Non, c'est un fait, je sais bien. Même en Angleterre, ça se fait où on récite le Coran dans des églises avec des chrétiens qui chantent. Tout à fait, non, mais je sais, c'est un fait. Mais c'est la faute de qui ? Des musulmans ou des catholiques ? Bah, des deux. Bah non, les autres, on leur ouvre la porte, ils vont pas dire non. Bah, on entend. J'ai pas entendu. Non, mais je veux dire, je sais pas, je serais musulman, je ferais des koufars, des chrétiens réciter un chant musulman alors qu'ils ne l'est pas, je prendrais ça mal, moi, personnellement. Mais écoutez, vous avez raison. Mais je vous réponds encore une fois, à qui la faute ? Oui, bien sûr. À qui la faute ? Il faut toujours monter à la cause première. Qui est-ce qui ouvre la porte ? Qui ouvre la porte à l'immigration ? Les Sarkozy, les Hollande, les Macron. Donc, ne réagissez pas contre les faits, réagissez contre la cause. Non, mais... Élémentaire, mon cher Watson. Madame. Par rapport à la reconstruction. Comment ? La reconstruction de la Notre-Dame de Paris. Oui. Déjà, il y a un studio anglais qui s'appelle ISIS. ISIS, c'est au lieu de Notre-Dame, c'est notre ISIS, c'est le franc-maçonnerie qui remonte le symbole maçonnique de haute antiquité de l'Égypte. Donc, ils vont reconstruire avec le toit, c'est-à-dire la barque, c'est-à-dire la croix, ils vont reconstruire en verre comme pyramide avec tout ça. Et ils vont faire le parc en haut. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit?
avec notre évolution de la société, nous allons reconstruire. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Oui. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui est annoncé. C'est ce qui est annoncé. Si les Français, et notamment les catholiques français, ne réagissent pas, c'est évident. L'autre, le symbole un peu numérique. Alors, il y a aussi une chose tout de même, bon, j'avoue que je ne m'étais pas particulièrement penché sur la reconstruction de la flèche de Notre-Dame par Viollet-le-Duc. Mais Viollet-le-Duc, on a quasiment la certitude qu'il était franc-maçon. Oui. Alors, pourquoi est-ce que c'est la flèche qui est tombée? Il y a peut-être un symbole là aussi, il y a peut-être un sens à cela. Et autre Il y a plein de pistes, hein. Si on veut analyser ce drame, il y a plein de pistes à explorer. Donc, bon, on verra la suite des événements. Oui. Et le jour de l'incendie aussi, à l'office de tourisme, on a averti, contrairement à d'habitude, 1 heure avant, les touristes qu'on devait évacuer. 1 heure avant. Curieux. Et, C'est curieux. oui. C'est un discours de... Quelque chose par rapport à la date de numérologie. Tout à l'heure, vous avez dit c'était 1200, c'était 1242. Donc 777 ans après, 7 ans après, qu'il était le second de numérologie. Et le 1912, autre événement, c'était 15 avril aussi, avec, pour l'heure universelle. Et écoulement de Titanic. Titanic, vous savez comment ça Oui, oui, bon, d'accord. C'était pas... Iceberg, qu'est-ce que c'est il y a une étrange similitude de le nom un peu judaïsant. Capitaine... Je ne vais pas vous faire une conférence sur le Titanic maintenant, en tout cas. Bon, alors oui, madame. Comment expliquez-vous que les catholiques aient voté Macron aux européennes? Est-ce qu'il y a des explications psychologiques? Du calme, chacun son tour. Chacun son tour. Oh là là. Comment ils ont su que Bon. c'était les catholiques? Moi, c'est ça, je sais pas. Alors, c'est une- Très bonne question, Est-ce que justement. est-ce que c'est des raisons psychologiques, historiques, alors qu'il va leur mettre la PMA, la GPA, l'euthanasie, qui va... Mais je crois que ces catholiques ne sont plus catholiques. C'est aussi simple que ça. Ça demande. Ces gens, Ils ont maintenant, le discours de Macron ne les choque pas parce qu'ils n'ont plus la fibre catholique. C'est aussi simple que ça. C'est ça le drame. C'est ça le drame. C'est protestantisé. C'est pire que ça. Il y a des protestants qui réagissent correctement. Alors, c'est une étude qui est sortie dans La Croix. La Croix, Ah ouais, alors la croix, c'est la croix à l'envers. La Croix, c'est... Alors, il y en a qui disent que c'est pas aussi vrai que ça, mais moi, je pense que c'est quand même... Et j'ai vu que les pratiquants occasionnels ou réguliers, ils sont quand même... Alors, ce que j'ai pu constater, c'est qu'incontestablement, côté moderniste, ils ont voté Macron, et côté traditionnaliste, ils ont voté Marine Le Pen. Sans comprendre qu'ils ouvraient la porte, une fois de plus, à un boulevard à Macron pour les prochaines présidentielles. Alors, moi, je vais te... À vous la parole, enfin. Non, je vais être honnête avec vous, moi je voterai pas parce que ça participe au système maçonnique et je me reconnais dans aucun parti, surtout Mélanie. Mais écoutez, mais vous me fatiguez. Oui, je sais, Vous pas de me souci. fatiguez. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Vous n'avez aucune notion de stratégie et de tactique. Non, mais... Quel est le but primordial pour nous? Si on ne veut pas assister à la déconstruction pierre par pierre, c'est le cas de le dire, de la France. Il faut nous débarrasser de Macron d'une façon ou d'une autre. Alors, ou vous prenez votre pistolet, vous allez le flinguer, ou vous comprenez la nécessité de la stratégie. Merci. Non mais moi je fais mon travail au niveau familial, c'est-à-dire j'ai ramené ma mère à l'église et mon beau-père et autres à la foi. Mais personnellement je ne me reconnais pas dans les élections. Mais juste je voulais revenir à la question de madame. Comment ils arrivent à savoir que les catholiques, tel tradit, tel pratiquant, tel pas pratiquant, a voté pour Macron, alors que les statistiques ethniques sont interdites en France? Moi, c'est une question, quand j'ai vu ces chiffres... C'est vrai, très bonne observation. Voilà, c'est juste, voilà. Mais c'est vrai, mais c'est comme si on voulait nous manipuler. Bah voilà, Vous exactement. n'avez pas l'impression? Ben voilà, très bien. Ça, alors là, bon, on est tout de même un petit peu d'accord. Très bien. Alors l'une ou l'autre, mettez-vous d'accord.
Bon, mais alors que je vous écoute, que je vous entende. Non, moi, c'est pas une question, c'était juste pour dire que j'étais totalement d'accord avec vous. Quand vous dites qu'il faut se focaliser sur les causes et pas sur les effets, et c'est vrai que parfois j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont tellement focalisés sur les effets, sur les petites conséquences, que c'est comme si ça s'acharnait sur les feuilles, sans même se souvenir qu'il y a des racines à l'arbre. Évidemment. Les racines, il faut attaquer. Évidemment. Pas les feuilles. Ça. Évident. Très bien. C'était une constatation et j'apprécie beaucoup votre constatation. C'est exactement ça. Madame, Je peux me permettre? je vous en prie, mais rapprochez-vous. Alors j'ai une question mais qui s'éloigne un peu du thème de la conférence. Je peux me permettre? Oui, non, mais je vous en prie. Mais écoutez, j'aimerais savoir ce que vous pensez, parce qu'il me semble que c'est le même combat. Vous avez exactement pour moi le même discours que Alain Soral. Vous pensez quoi d'Alain Soral? Je pense que... Non, je pense qu'il est plus Mais parce que je viens de la Belgique et Alain Soral commence à être connu en Belgique. Et du coup, moi, je vous ai connu à travers Alain Soral. Bon, alors, En fait, Alain Soral... incontestablement, il y a certains points de contact. Je vais me rassurer. Mais asseyez-vous, venez vous mettre ici. Incontestablement, il y a eu ces derniers temps quelques petits points de contact entre nous, disons de complicité entre nous. Mais ce qui me révulse avec Soral, je l'ai dit et expliqué à plusieurs reprises, c'est que même s'il défend certaines choses proches de ce que je défends moi-même, je ne peux pas comprendre qu'il le fasse étant entouré d'un certain nombre d'individus du genre d'un Christian Boucher, que l'on sait parfaitement, et il le revendique, être sataniste, adhérent à l'Ordo Templi Orientis qui a été fondé par l'homosexuel franc-maçon luciférien anglais Aleister Crowley, et d'autres autour de lui. Ça ne colle pas. Imaginez qu'il arrive un jour, on m'a posé ce matin, notamment lors de notre entretien, une question à propos d'Asselineau. Je vais faire la même réponse. Imaginez que l'un ou l'autre arrive au pouvoir, avec leurs contradictions internes. Ils vont gouverner au nom de quel principe? Ils ne sont pas cohérents. C'est ça que je dénonce chez eux. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'entendre. Navrez-nous de se boire. Vous êtes belge? Vous êtes belge une fois? Non, mais vous pouvez juste me répéter donc la conclusion, vous ne pouvez pas adhérer. On ne peut pas s'entendre parce qu'il y a beaucoup trop d'incohérences internes. C'est ça le problème. C'est l'incohérence interne. Sont gaullistes et... Il y a de tout. Alors exactement, mais exactement. Soral, c'est quoi? Au point de vue origine. Il a été marxiste, il a été gaulliste, maintenant il joue le jeu de Marine Le Pen. Moi je suis tout le contraire. Je suis pas marxiste, jamais été. Gaulliste, attendez la sortie de mon livre sur De Gaulle, j'ai l'impression que ça va racler dans certaines gorges. C'est pas possible. Alors il y a certains aspects chez Soral qui sont intéressants, notamment quand il dénonce une certaine communauté, etc., etc. D'accord, mais encore une fois, vous ne pouvez pas mener un combat politique si vous n'êtes pas cohérent. Il n'est pas cohérent. De toute façon, il vient de la gauche. Pardon? Il n'est pas cohérent, il vient de la gauche déjà. Mais oui, évidemment, mais bien sûr. Mais qu'est-ce que j'ai dit qu'il était marxiste? Non, mais les gens peuvent changer, mais lui, à la grande différence. Mais oui, alors on peut changer, mais apparemment il n'a jamais contredit ses premières amours. Donc en fait il essaie de jouer sur tous les tableaux. Eh bien non. Comme Alain Escada. Pas de provocation, jeune homme. Et il y a encore une autre information qui est sortie dans le livre de sa sœur qui s'intitule Frangin, je crois, en 2006. Agnès Soral? Oui, l'actrice, actrice, entre guillemets, apparemment ce monsieur aurait tenté d'entrer en maçonnerie. Oui, bah il le dit. Il serait rentré en maçonnerie? Non, il l'a nié. Il l'a nié. Il ne l'a jamais dit, il ne l'a jamais affirmé. C'est sa sœur qui l'affirme dans son livre. Alors si c'est vrai ou faux.
Non mais bon, je ne sais pas, j'ai entendu parler de cette thèse-là, je n'ai aucune preuve donc je n'en ai pas parlé, mais il est évident, le problème avec Soral, je répète encore une fois, c'est son incohérence. Il est où? Il est où? On ne le sait pas. Je pense avec madame que effectivement Alain Soral en tant que personnage, c'est un personnage un peu déroutant, et extrêmement intéressant parce qu'il a éveillé énormément de monde. Tout à fait. Rappelez-vous, je l'ai d'ailleurs très souvent reconnu. Et donc moi-même. Et deuxièmement, concernant les contradictions, il ne faut pas oublier que Soral se revendique de l'égalianisme de gauche. C'est-à-dire qu'il introduit la contradiction logique pour faire apparaître une synthèse. Alors, laissons-lui cette... Oui, mais alors là, on peut lui renverser la proposition en ce qui le concerne lui, pour montrer ses contradictions. Oui, on peut le prendre. C'est QFD. Mais de la même manière avec François-Xavier Bellamy, puisqu'on pourrait vous dire, M. Blancard, qu'en ne votant pas pour Bellamy, on clarifie la situation entre les républicains dits européistes et les soi-disant républicains traditionnalistes. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gilets jaunes. Attendez, laissez-moi répondre. Mais la situation était déjà clarifiée. Ceux-là même qui ont torpillé François-Xavier Bellamy sont ceux-là même qui ont torpillé Fillon. C'est le même clan. Ce sont les Pécresse, ce sont les Bertrand, ce sont le président du Sénat, Larcher. C'est le même clan, donc à la fois franc-maçon et juif. Larcher est franc-maçon, Xavier Bertrand est au Grand Orient de France, etc. Or, l'erreur stratégique, si on peut parler de stratégie en l'occurrence, de Wauquiez, s'il a eu le choix intelligent, me semble-t-il, d'avoir nommé Bellamy comme porte-parole pour les européennes, il a voulu néanmoins maintenir cette fiction de l'union. Il était perdant à tous les coups, parce que les autres ne veulent absolument pas entendre parler d'un représentant sur leur droite, qui pire encore, revendique les racines chrétiennes de la France. Ils n'en veulent pas, point. Mais si le vote républicain avait été par exemple de 13%, tout le monde se serait accommodé, aurait aménagé la devanture, et l'hypocrisie serait... D'accord. Alors, vous savez ce que j'ai répondu ce matin lors de l'entretien? C'est qu'au lieu d'essayer de refaire une union qui ne pourra jamais marcher, c'est l'union de la carpe et du lapin, c'est pas possible. Je crois que Bellamy et surtout Wauquiez, je crois que Bellamy serait prêt à le faire, ils ont un socle tout de même de 8% que l'on peut penser être le socle dur des Républicains. C'est là-dessus qu'il faut reconstruire. L'avenir de Bellamy et par voie de conséquence de Wauquiez n'est que dans la droitisation des Républicains. La place est prise, côté de Macron c'est pris, et côté d'une certaine droite c'est pris par Marine Le Pen. Donc il faut qu'il fasse une surenchère sur la droite. Cela dit, dernière petite réponse, il faut quand même ménager l'hypothèse de la fraude électorale massive. Alors c'est pas... qui a été défendue par beaucoup de... c'est évident. J'attendais la question justement. J'ai trouvé que ça mettait longtemps à venir. Mais c'est évident. Et Diane a eu une très bonne citation ce matin de Staline. Répétez. Ce qui compte, ce n'est pas le vote, mais ceux qui comptent le vote. Vous avez entendu? Ce qui compte, ce n'est pas le vote, ce sont ceux qui comptent le vote. Vous avez tous entendu? C'est ça, tout est là. Non, mais les gens, ils n'ont pas fait attention à ça. En 2017, pour le second tour, il y avait 47 000 inscrits pour les élections présidentielles. Et là, pour les élections européennes, il n'y avait que 23 000 inscrits. 23 millions, je crois, là. Donc ça veut dire qu'il y a, on va dire, plus de la moitié des Français qui ne se reconnaissent dans aucun parti politique. Ça, c'est évident. Et moi, ma question, allez, qu'est-ce que vous pensez de Nigel Farage, qui en Angleterre, en quittant l'UKIP, qui avait trahi
le parti en essayant de dire non, en fait, le Brexit, ça va ou quoi. Il a recréé un autre parti vraiment anti-Brexit, et là, encore une fois, il est arrivé premier à 30%. Qu'est-ce que je viens de dire pour répondre à monsieur? Voilà, non, mais Que voilà. c'est sur le socle des 8% qu'a obtenu Bellamy qu'ils doivent reconstruire. Mais le problème, c'est que moi, je le constate quand je viens à Paris, parce que je suis du 91, les gens ont une, et on le voit dans les résultats de Paris, ou même en province, les gens ont une haine de la France d'eux-mêmes, en fait. Ils ont une haine d'eux-mêmes. Ah mais tout à Je fait. parle des gens qui vont voter, bien sûr. Non, mais je sais, mais c'est épouvantable. Quand on voit que même Bellamy, que vous avez appelé à voter, il n'a même pas fait 25% à Versailles, alors que normalement c'était son bastion. Les Même beaux là, il- milieux, Voilà. les bien-pensants. Vous savez ce que j'en dis des bien-pensants, non? Bon, ben voilà, c'est la démonstration. Il y a un témoignage de Henri de Lesquin. Tiens donc, il y avait longtemps qu'on m'en avait pas parlé. Un témoignage d'Henri de Lesquin qui a traité François-Xavier Bellamy de Candolle. Je sais. Et il a cité une histoire concernant Bellamy sur un délinquant musulman en Ferrari et qui avait eu un accident. Il l'avait défendu, il avait été complaisant. C'est son dire. Vous n'avez pas suivi ça? Je n'ai pas ouï dire de cet incident de Ferrari ou je sais pas quoi, non? C'était quoi? J'ai pas eu. Non, mais ce que j'ai retenu par contre, justement, c'est l'attitude hostile de mon très cher ami Henri de Lesquin contre Bellamy. C'est significatif quand on connaît plus que la tendance crypto-maçonnique de Lesquin, c'est très intéressant. Et comment vous expliquez que Marine Le Pen, qui en réalité, quand on regarde les chiffres, a stagné? Alors on dit qu'elle avait gagné 500 000, mais 500 000, alors après 6 mois de gilets De jaunes. toute façon, la victoire de Marine Le Pen, c'est une victoire à la Pyrrhus. Mais non, C'est ce elle a qu'on pas appelle gagné. une victoire à la Pyrrhus. Bah, elle n'a pas gagné du tout. Elle n'a pas gagné du Elle a tout. perdu un siège. Elle n'a pas gagné du tout. Pas gagné du Non, mais tout. comment vous expliquez qu'après 6 mois de gilets régressé. jaunes, elle a stagné? Ça veut dire que les gens, ils adhèrent pas du tout à... Mais bien entendu, mais Elle a bien pas stagné, entendu. Elle a régressé. Oui, elle a voilà. perdu un siège. Non, mais ce qui manque à nos milieux, d'abord, c'est la connaissance de l'histoire, une bonne connaissance de l'histoire et le sens stratégique. Et c'est pour ça, pourquoi croyez-vous que j'ai fait une conférence il y a quelque temps qui s'appelait « Pourquoi la droite perd tous ses combats ?» Ben, c'est à cause de ça. Pour construire, il faut des bonnes fondations. Mais il faut repartir des fondations. Vous ne pouvez pas créer une toiture si vos fondations sont pourries. Retour au réel, exactement. Et Bon. Pour revenir au sujet de la conférence, qu'est-ce que vous pensez au fait que le coq qui était en haut de Notre-Dame, où il y avait des saintes reliques dedans, a été récupéré intact, avec les reliques à l'intérieur, et que, comme dirait Jérôme Bourbon, la table à faire passer soit écroulée, mais par contre l'autel a été maintenu. C'est quand même un signe pour tout catholique. Ah bah le coq c'est païen, voyons, c'est pas... Non, mais il y avait dans le coq, il y avait des reliques. Ah oui, Il y avait des reliques oui, de Sainte-Geneviève et de Saint-Louis. Oui. Et même du Christ. Je sais pas, écoutez, bon... Et qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont fait de ces reliques là? Ils sont au Louvre, a priori. C'est... oui, c'est au Louvre, effectivement, c'est au Louvre. Il y en a pas qui C'est sont au la Louvre. pyramide. Alors je trouve ça... Oh là. Oui, je me demande pourquoi ils l'ont mis au Louvre, comme si on considérait ces symboles de la religion catholique comme étant vraiment du passé. Ce sont des témoignages, oui, c'est touristique, mais ça n'a plus le symbole religieux que cela représentait. Parce que normalement, ces reliques auraient dû être mises entre les mains de l'épiscopat de Paris. Et la dernière conférence aux questions, je ne sais pas si la personne est présente, elle a parlé du plomb qui était dans... Oui, dans je me rappelle. Mon frère qui est dans le bâtiment m'en a parlé et m'a dit qu'en réalité, le plomb, en fait, ça va contaminer Notre-Dame et limite, on ne pourra plus jamais... c'est limite, c'est... Oh, pas exagérer. Mais en tout cas, par exemple, pour le retirer le plomb, il faut des tenues spécifiques, c'est pire que l'amiante. Non, c'est réellement, dans le bâtiment, c'est le plomb, c'est une catastrophe. Ça, je n'ai pas de données, j'ai aucune donnée là-dessus d'ailleurs, de spécialiste, je n'ai pas de données là-dessus. J'ai entendu parler de cette explication, mais j'en sais pas plus, donc je n'en parle pas. Ah oui. Vous aviez dit il y a quelques années que le Front National devait servir d'explosif.
Oui, ben, c'était une autre époque. Alors justement, ben, ça tombe très bien votre question. Parce que ce matin, lors de l'entretien, on m'a posé la question, vous avez changé de stratégie par rapport au Front National. Effectivement, j'ai changé. Pourquoi ai-je changé? C'est que à l'époque où Marine Le Pen avait voulu et s'était débarrassée de son père, ça j'étais tout à fait d'accord, parce que j'ai trop bien connu le père, d'où d'ailleurs mon livre Histoire d'une trahison, qui est là. Je m'étais dit, bon, de toute façon, il y a une force là. Alors, peut-on utiliser cette force ou pas? Si on veut utiliser cette force, il faut faire de l'entrisme. Donc à l'époque, j'avais prôné, rappelez-vous, entrez discrètement au fond, prenez les places, mais bouclez-la. Le problème, c'est qu'ils ne l'ont pas bouclé. Et je rappelais ce matin, où est-ce que j'ai le texte? Si, non, ça. Je rappelais une déclaration toute récente de quelqu'un qui est tout de même assez haut placé dans la hiérarchie du Rassemblement national, un certain Jean-Richard Sulzer. Ça vous parle? Non, ça vous parle? Bon, d'accord. Eh bien, si ça ne vous parle pas, ça va vous parler. Voilà ce qu'il disait. Alors, Jean-Richard Sulzer est membre du Conseil national du Rassemblement national, président du Cercle national juif France-Israël, proche de LDJ, et il avait publié un communiqué tout dernièrement où il se vantait, je cite, « La liste Rassemblement national n'abrite aucun candidat sulfureux ». Donc ça risque pas de brûler. Bien au contraire, la liste Bardella comprend de très grands amis d'Israël et de la communauté juive. Bon appétit. Donc voilà, ils ont fait le ménage. Et alors que je suggérais, j'insistais lourdement, rentrez mais discrètement et bouclez-la, au lieu de la boucler, il y en a certains qui ont fait des déclarations, ils se sont défoulés, et ils se sont fait mettre dehors. Ben voilà. C'est ça le drame de nos milieux, ils n'ont aucun sens révolutionnaire. Aucun sens révolutionnaire. Avancer masqué jusqu'au moment où on est en position de force, alors à ce moment-là, on peut se démasquer. Mais sapristi, apprenez de l'expérience de l'histoire comment les autres nous combattent. Ils savent garder le secret, ils savent nous infiltrer. Pour contrer, il faut utiliser la même méthode que l'ennemi et la découvrir avant, bien sûr. C'est un peu par rapport à la théologie, certaines, pour la sécurité, je ne vais pas dire telle ou telle paroisse, mais très important dans Paris, ceux qui s'occupent de catéchisme, ils sont un peu plus ou moins des gens qui ont des mésalliances, c'est-à-dire soit avec eux, soit avec les protestants. Et donc ils enseignent un peu faussement. Et partout, donc cette mésalliance, c'est par rapport, il y a la corruption à cause de confort, à cause de infiltration. Bon, et bien sur ces bonnes paroles, s'il n'y a pas d'autres questions, oui, bon, Delphine. Donc juste pour compléter ce qu'a avancé Diane, la citation de Staline, il a rajouté aussi « Ceux qui votent ne décident de rien, ceux qui les comptent décident de tout ». Comment Ceux qui votent ne décident de rien, ceux qui comptent décident de tout. Bon, c'est tout? Oui, voilà. Mais, oui. Pourquoi Oui, allez-y. Pourquoi, après la mort de Salazar et Franco, les gauches sont arrivées facilement au pouvoir tout de suite après? Si vous parlez d'action révolutionnaire, de la droite, du milieu et autres, pourquoi, par exemple, sous notamment Franco, parce que Salazar, c'est comme l'armée qui a fait la révolution, mais pour Franco, qui
pourtant été un régime vraiment très... les Espagnols étaient derrière Franco, bon, massivement. Pourquoi on est arrivé à Juan Carlos, à la démocratie, à la franc-maçonnerie, aux juifs et... Bon, alors il y a, par exemple pour Franco, il y a un événement tout de même très important qui s'est produit vers la fin du franquisme. C'est l'assassinat de l'amiral Carrero Blanco. Et on pourrait comparer l'assassinat de l'amiral de Carrero Blanco à l'assassinat d'Arlan. Les deux étaient désignés, l'un comme successeur de Franco, l'autre comme successeur de Pétain. Et vous verrez dans mon livre sur De Gaulle le rôle qu'a joué l'assassinat de Darlan. Darlan était beaucoup plus dur vis-à-vis des anglo-saxons, notamment des Anglais, surtout après la traîtrise anglaise de Mercel-Kébir. Darlan était partisan du renversement d'alliance. Ça aurait tout bouleversé, c'était la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, ça c'est une notion révolutionnaire. Pétain n'a pas voulu, parce que Pétain était englué dans la nostalgie de la camaraderie d'armes, enfin c'est comme ça que je l'interprète, de la camaraderie d'armes de la Première Guerre mondiale. Il y a tout de même une chose qui m'a étonné, que je nomme dans mon livre sur De Gaulle, qui va apparaître j'espère pour la prochaine conférence au mois de juillet, le 6 juillet. Retenez ça déjà. Comment se fait-il que Pétain ait continué à maintenir des rapports tout de même corrects avec l'Angleterre, alors que Radio Londres, avec De Gaulle, appelait à l'assassinat des partisans de Pétain? Il y a un petit problème là. Est-ce que c'est les nationalistes français? C'est la bêtise des nationalistes français? Bon, je dirais pas nationaliste. Pas nationaliste. Ah, il était quand même encouragé par la plupart des nationalistes. Vous voulez participer, c'était quoi? C'est bien que Pétain, mais je sais bien que dans le milieu Pétain, oui, d'accord, je suis d'accord dans les grandes lignes, mais enfin, il y a eu un certain nombre de failles. Donc, c'est là encore, c'est le manque d'esprit révolutionnaire. Toujours la même chose. Ils ont tué donc, les successeurs de Salazar et de Franco, mais comment vous expliquez que la population en elle-même soit devenue vraiment... Mais mon cher ami, c'est parce que les populations suivent par définition. D'accord, on est bien d'accord. Okay. De toute façon, en plus de ça, il y a eu toute la pression internationale sur le Portugal et l'Espagne, ça a basculé. Salazar est tombé malade, un accident, de toute façon il est déjà quelque peu âgé, mais il a eu son accident vasculaire cérébral, et c'est un de ses anciens ministres qui l'avait mis à la porte, Marcelo Caetano, qui a été nommé pour prendre sa succession. Et ce Marcelo Caetano a tout largué. Et donc pour l'Espagne, c'est l'assassinat de Carrero Blanco qui explique le basculement. Tout est là. Et c'est comme ça que ce Juan Carlos, le rey par jour, comme disent les Espagnols, les bons Espagnols, le roi par jour, est arrivé au pouvoir. Pourquoi Salazar? Pourquoi l'armée carrément a pris le pouvoir? Ben parce que l'armée c'est toujours la même chose. L'armée a été travaillée par la maçonnerie. Le 24 avril est une révolution militaire, mais dans l'autre sens. Ça, on savait, mais sauf qu'à la différence, on se dit comme que parce que la maçonnerie a travaillé silencieusement pendant des années pour préparer l'après-Salazar. Comme en Turquie un peu, avec Erdogan où l'armée a... Oui, non, comparez pas. Non, l'histoire de la Turquie c'est beaucoup plus compliqué que ça. Non, il n'y a pas de comparaison possible. Non, c'est autre chose encore. Bon, on arrête là. Alors, je vous signale que nous avons maintenant 5 cassettes sur les principales conférences pour parer au sabotage de mes conférences sur les réseaux, sur Internet. Donc, ça peut et ça doit vous servir à faire des réunions chez vous, vous invitez des amis et vous leur faites écouter ça. Et vous discutez après avec eux. Donc c'est un instrument de travail. Et puis vous avez les livres. Voilà. Donc, au mois prochain, si vous voulez bien, le 6. Donc le 6 sera libre sur Dieu là.